Donc, nous allons démarrer la 4e session. Je suis le professeur Jean-Augustin Tine, chef de la division santé mentale au ministère de la Santé. Donc, j'ai pour mandat de modérer cette session de mini-lecture. Et j'en profite pour remercier les organisateurs de nous avoir conviés à cette activité très importante. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première mini-lecture qui sera faite par Madame Christine Kafando sur les avancées des actes de la société civile face aux drogues, l'intérêt des leçons apprises face au VIH. Madame Kafando, vous avez 20 minutes et on va passer à la discussion. Beaucoup, Madame, je suis bien grande même quand je suis assise, mais je préfère être debout pour parler. Si votre soutien, parce que ça là, c'est pas pour les... c'est pas pour les... Voilà. Ça c'est pour nous les anciens. Donc, je vais me mettre debout comme Koudia. Voilà. Donc, je suis Christine Kafando, il a bien dit, je viens du Burkina Faso, le plus beau pays du monde, et je vais vous présenter les avancées des acteurs de la société civile face aux drogues, intérêt des leçons apprises face au VIH. Qui n'est pas d'accord avec moi que le Burkina est un beau pays? Diapo? Donc, voilà. Alors, on va se poser la question, d'où est-ce qu'on est parti? D'abord, on va faire le point du VIH dans le monde. En 81, où on a identifié les premiers cas, et puis l'identification du VIH en 93. Voilà. Et les premiers tests de dépistage ont été commercialisés en 85, et en même temps a suivi le traitement AZT, qui était en monothérapie. Voilà. Et l'AZT, il faut dire qu'en son temps, tout le monde n'avait pas accès, surtout dans les pays en voie de développement. Et quand on a eu accès, c'était uniquement pour les femmes enceintes séropositives pour voir une étude sur la transmission mère-enfant. Voilà. Et il faut dire qu'en ce moment, les gouvernements peinaient à saisir l'urgence de la situation. Et il faut dire également que le VIH, en son temps, c'était l'hécatombe, surtout en Afrique. Ça mourait comme des mouches de poulet. Voilà. Et en 94, en France, on peut dire qu'environ 4000 décès ont été déclarés en cette année-là. Et en 95, aux États-Unis, 50 000 morts du sida. Alors, pour revenir dans mon pays, au Burkina Faso, 10 ans après avoir découvert le VIH, les premiers cas ont été notifiés dans les années 91 sur le territoire national. Hein. Et il y avait une forte stigmatisation. Les personnes vivant avec le VIH étaient comme des usagers de drogue aujourd'hui, victimisés. Comment vous l'avez fait? Comment ça s'est passé? Vous êtes des prostituées. Vous avez flirté avec des HSH. Vous avez fait tout ce que vous voulez pour attraper le VIH-Sida. C'était une maladie honteuse. Voilà. Et puis, en son temps, il faut dire que comme on n'avait pas de traitement, il n'y avait que le Bactrim. Quand on te dépiste positif, il y a le Bactrim qui, selon les médecins, était un antibiotique à large spectre qui, en tout cas, évitait un peu les maladies opportunistes. Donc, si tu as le Bactrim, ça veut dire que tu es dans le luxe et c'était bien. Alors, les défis dans les années 80 et 90. Quels étaient nos défis? D'abord, il faut dire qu'en son temps, on ne connaissait rien, on ne savait rien, on n'était rien, on n'était personne. On était simplement des personnes vivant avec le VIH. Donc, on était vraiment dans le noir. Et lorsqu'on a découvert ça, on s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est se former, comprendre ce que c'est que le VIH et connaître les modes de transmission et surtout se faire accepter par les gens qui nous soignent. Parce que n'oubliez pas que la stigmatisation a commencé dans le milieu médical. Parce que c'est eux qui dépistaient, c'est eux qui savaient. Et donc, du coup, la stigmatisation est partie du monde médical. Et voilà, et je dirais pas les chercheurs parce que Bernard, il est là. Voilà. Et lutter contre, il faut dire aussi que l'autre aspect, c'était de lutter contre la peur, les représentations négatives véhiculées par les médias et les grands publics. Et en son temps, on montrait les personnes vivant avec le VIH en phase terminale. C'était des squelettes, en fait. Et donc, ça faisait peur à tout le monde. C'était la psychose dans la communauté.
Et l'autre aspect, c'était de lutter pour que la recherche avance, pour que les laboratoires rendent disponibles et accessibles et au plus vite les premiers traitements. Et là, il a fallu une mobilisation communautaire du Nord et du Sud. Parce qu'au Sud, d'abord, on ne connaissait même pas les laboratoires. On ne sait pas quel laboratoire était au Sud. Et c'est les associations en Europe qui se sont mobilisées et nous invitaient. Et ensemble, on faisait le plaidoyer pour que les laboratoires lâchent ce qu'on appelait le brevet, des trucs, voilà, ainsi de suite, pour qu'on puisse avoir accès aux soins. Parce que, comme on le disait en son temps, les malades étaient au Sud, mais les médicaments étaient au Nord. Il fallait inverser la tendance pour qu'au Burkina et dans le monde, on puisse avoir les médicaments et de façon gratuite. Et les examens biologiques également étaient très coûteux. N'en parlons pas des hospitalisations. Et quand vous rentrez à l'hôpital, la plupart des lits, la moitié des lits de l'hôpital étaient occupés par des personnes vivant avec le VIH, en phase terminale, phase sida. Et également, il fallait convaincre la population à aller se faire dépister, même s'il n'y avait pas de traitement. Au moins, vous avez des personnes qui, malgré qu'ils soient infectés, sont bien portantes, comme moi toujours aujourd'hui. Depuis qu'on m'a dépisté, je suis comme ça. J'ai jamais été malade, je suis jamais couché, je suis toujours tout. Et tant que je ne vous dis pas, vous ne le saurez pas parce que c'est pas écrit sur mon front, séropositif. Voilà. Et donc, ça va faire plus de 26 ans que je porte le virus. Alors, partir de rien pour se rassembler. Et partir de rien, ça veut dire, comme je l'ai dit au départ, on connaissait rien, mais on s'est dit, il faut se rassembler pour faire quelque chose. Et là, on a commencé à développer les fondements de l'approche communautaire et prendre la parole en tant que personne concernée. Parce que les gens, ils parlaient à notre place, ils faisaient des trucs à notre place et on s'est dit non. Ça, ils vont dire des choses, comme le disait Thomas Sankara, tout ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi. Donc, on a attrapé ce slogan-là et on s'est dit, bon, prenons maintenant le lead et parlons nous-mêmes de nos préoccupations. Voilà, et nos préoccupations, c'était pas seulement d'ordre médicaux, il y a aussi d'autres aspects. Alors, le principe de Denver, c'est quoi? Le principe de Denver, c'est en 93, il y a eu une mobilisation au niveau aux États-Unis, en France, ainsi de suite, d'où la création de ACT UP à New York en 87. Et ACT UP rassemblait les communautés et les personnes touchées ont décidé de s'organiser, comme je l'ai dit, pour faire face à l'urgence médicale de certaines crises morales qui est une crise d'identité. Et ça, c'est Daniel Denver qui le disait. Il dit face à l'urgence médicale certaine et une crise morale qui est une crise d'identité, je propose un lieu de réflexion, de solidarité et de transformation. Voulons-nous vraiment le créer? C'était la question qui nous avait été posée. Et Daniel Defer, c'était le fondateur de AIDS. Et il y a eu la création de Vaincre le sida en 93 et AIDS en 84 et ACT UP à Paris en 89. Voici des ONG, des structures françaises qui ont soutenu les associations du Sud, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, et au Burkina Faso, il faut dire que plusieurs acteurs se sont mobilisés pour mettre les premières actions de prévention, de dépistage en place. Et les toutes premières en 93 ont commencé par la prévention et le dépistage sans expérience aucune. Comme j'ai dit, on ne connaissait rien, on ne savait rien, on n'était personne, on n'était nulle part. On venait de chez nul. Donc, du coup, autour des années 94-95, c'est une assistante sociale qui a créé la toute première association qui s'appelle À la vie. L'association a été mise en place à Bobo-Dioulasso. Même si après elle s'est délocalisée à Ouaga, elle a été créée à Bobo-Dioulasso, qui est le centre de bonnes affaires au Burkina Faso. Je n'ai pas fini. En juin 87, naît l'association Rêve Plus, qui est une association qui regroupait les personnes vivant avec le VIH, dont je faisais partie. Je suis membre fondatrice de l'association Rêve Plus, sous l'impulsion de quand même quelques grands acteurs de la lutte. Et je citerai au passage le docteur Philippe Vandepère, je citerai le docteur Sawadogo Adrien et le docteur Petit Jean-François, parce que c'est eux qui avaient en charge les malades, qui savaient qui était malade, qui n'était pas malade, et ils ont trouvé le moyen de nous présenter les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on a pu créer la toute première association à Bobo-Dioulasso pour lutter contre le VIH. Il faut dire que quand on a créé l'association, c'était pas pour vivre, c'était juste pour se soutenir et attendre sa mort en patience. Il n'y avait pas de traitement, il fallait prendre son mal à patience et puis mourir. Mais on voulait mourir dignement. On ne voulait pas mourir avec la diarrhée dans le lit, dans la maison, caché par la famille, tout et tout. Non, parce qu'on voyait déjà comment les autres mouraient par négligence dans les hôpitaux. Et nous, on voulait préparer vraiment
L'avenir pour ceux qui vont être infectés après, on ne le souhaitait pas, mais au moins s'il y a des cas positifs, qu'ils soient mieux traités, qu'il y ait moins de stigmatisation. Nigo? En France et au Burkina Faso et partout dans le monde, des témoignages à visage découvert qui ont eu un fort impact ont donné un visage plus humain à la maladie, le VIH. Voilà. Penser et agir globalement sur tous les fronts. Alors, des actions communautaires par et pour et au plus proche des personnes touchées. C'est ce que je disais tout à l'heure là. On a commencé à sensibiliser les communautés elles-mêmes. Voilà. D'abord, les personnes vivant avec le VIH, les sensibiliser sur les modes de transmission. Parce qu'en son temps, il y avait beaucoup d'accusations. Hein. Tu attrapes ton VIH, tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi il m'a infecté, ainsi de suite. Parce qu'on n'avait pas situé les responsabilités. Aujourd'hui, tu t'attrapes un VIH, tu es aussi responsable à part égale que celui qui est infecté. En son temps, c'était pas comme ça. Donc, aujourd'hui, quand même, il y a eu de belles avancées. Et au niveau de l'hôpital de Bobo-Dioulasso, on a avec les médecins dont j'ai cité là, qui ont accepté que nous, personnes vivant avec le VIH, on rentre dans l'hôpital avec des blouses pour assurer des permanences médico-sociales, accueillir les personnes vivant avec le VIH qui venaient de se faire nouvellement infecter, les encourager, les soutenir moralement et surtout les amener à accepter le traitement qu'on va leur offrir. Parce qu'il y avait de gros dénis liés au VIH. Les gens ils refusaient d'accepter qu'ils sont infectés. Et on sortait aussi avec des trousses dans les quartiers, parce qu'on avait repéré à travers les médecins des personnes en phase terminale qui sont au domicile, rejetées par la famille. Et lorsque nous, on arrivait dans la famille, on s'occupait du malade, on le nettoyait, on le lavait, on le mettait du talc parce qu'il est resté longtemps couché. Et donc, dans le dos, il y a eu des bourbouilles et des petites plaies. Et la famille qui voyait que nous, on n'était pas de la famille et on venait donner un coup de main, ça changeait un peu le regard de ces personnes-là. Donc, des familles ont accepté maintenant accompagner leurs malades de façon digne. Et on a tissé vraiment un grand lien avec le personnel médical. Oh non, c'est trop rapide. Même si je suis essoufflée, il faut aller doucement. Et proposer des lieux d'accueil de l'autosupport pour parler de ce qu'on tait ailleurs. Parce que personne n'osait parler du VIH. Et donc, nous, on a pris la décision de créer des groupes d'autosupport, se retrouver, parler de notre vécu et trouver des solutions nous-mêmes. Et les solutions, on les trouvait et on se soutenait mutuellement. Et également, on proposait un accompagnement global et bien au-delà de la prise en charge, il y a le soutien psychologique et social et apporter surtout un soutien alimentaire et social, administratif, parce qu'en son temps, lorsqu'on te dépistait positif dans une administration, peut-être tu peux être rejeté ou même on peut mettre fin à ton contrat parce que tu es séropositif. Ou alors, tu demandes un prêt à la banque, on ne te donne pas parce que la banque se dit que dans 2-3 jours, tu vas mourir avec le VIH. Donc, pas la peine de te prêter de l'argent. Donc, on a fait tout ce combat-là pour changer vraiment le regard de la communauté. Slide. Alors, il y a eu aussi des programmes pour améliorer la qualité de vie, la prévention des maladies cardiovasculaires, autres pathologies chroniques, santé sexuelle. Parce que dès qu'on a commencé à avoir les traitements du VIH, c'est-à-dire, dans la vie, quand tu te plains de quelque chose et que tu trouves la solution, il y a un autre problème qui vient se greffer. Tu te dis, mais c'est ça aussi la vie. On ne peut pas être en bonne santé à 100%. Et en plus, quand on a le VIH, il y a d'autres pathologies qui surgissent, notamment les problèmes cardiovasculaires. Donc ça aussi, il fallait faire le plaidoyer pour que ça soit pris en compte et en plus développer des programmes de santé sexuelle et reproductive, surtout à l'endroit des jeunes. Et ainsi aider à la coordination du parcours de santé pour des personnes très éloignées des soins et porteurs de plusieurs pathologies, dont le cancer. Parce que beaucoup de personnes vivant avec le VIH en son temps, les médecins vont me dire, ils venaient avec une maladie qu'on appelait, c'est la Kaposi, non, Jean-Baptiste, hein? Et voilà, c'était ça. Et donc, nous, profanes, on se disait que la personne, c'était un cancer en fait qu'il faisait. Donc, pour nous, c'était un cancer. On n'avait pas assez de recul par rapport à ça, jusqu'à ce que on se forme et on comprenne que c'était une infection opportuniste liée au VIH/SIDA. Et beaucoup de personnes sont mortes dans ça et ça nous a poussé à développer, en plus de la lutte contre le VIH/SIDA, à développer d'autres programmes. Et on a mis en place la médiation en santé reconnue en 2015 et le plaidoyer est en cours pour la reconnaissance du métier. C'est très difficile. C'est vrai que le Fonds mondial aujourd'hui prend en charge certains médiateurs dans les associations, mais vraiment c'est une petite poignée de personnes qui sont prises en compte.
C'est difficile de reconnaître, par exemple, moi, par exemple, aucun diplôme, aucun niveau, rien du tout. Et dans l'administration, je ne sais pas où est-ce qu'on va me classer, le gouvernement ne peut pas m'embaucher, le gouvernement ne peut pas trouver. Donc, c'est des débats qu'on a passé tout le temps à faire. Et jusqu'à présent, voilà, je suis en train de vieillir, de quitter le contexte et on ne m'a pas embauché nulle part. Je n'ai jamais eu de salaire dans ma vie, mais je vis. Alors, gagner en expertise, mais je vis honnêtement, hein, que je vous rassure aussi, voilà, de façon propre. Voilà, et gagner en expertise pour faire progresser la recherche et l'accès à la prévention au traitement, pour influencer la politique. Et là, comme j'ai dit, on avait une expertise parce qu'on s'est documenté, on a cherché à comprendre ce que c'est que notre maladie et les groupes de parole, les besoins identifiés lors de ces groupes de parole nous ont permis d'avoir des arguments et aller vers le politique pour essayer de voir dans quelle mesure il peut reconsidérer la lutte contre le VIH-Sida. Parce qu'en son temps, le traitement d'abord n'était même pas prescrit par n'importe qui. Le traitement, il y avait des infectiologues qui prescrivaient les antirétroviraux et il y avait plus de malades. Donc, il fallait trouver les moyens pour que tout ça, ça change et que la discrimination autour des personnes vivant avec le VIH pourrait travailler la loi qui condamnait les personnes voilà, qui contaminaient d'autres personnes sans le vouloir ou sans le savoir. Donc, toutes ces lois-là, on a travaillé là-dessus pour revoir un peu avec les autorités, comment il faut revoir ça. Et on a eu du succès avec ça, parce qu'on a changé la loi et aujourd'hui, on ne condamne pas une personne vivant avec le VIH parce qu'elle a eu des rapports non protégés avec une personne qui, elle, ne connaît pas sa sérologie ou alors n'a pas dit sa sérologie. Alors, des informations scientifiques et médicales auprès des personnes séropositives qui participent aux recherches cliniques et d'autres. Ici, ça vaut pas 20 minutes, j'arrive. Et ici, il faut dire que au niveau de la recherche, et souvent, je ne me fais pas bien comprendre. Et l'Agence nationale de recherche sur le sida, où j'ai siégé au niveau du CSS6 en tant que société civile pour justement accompagner les programmes de recherche et comprendre l'éthique de la recherche, c'est l'ANRS qui nous a formés en son temps. Et l'ANRS a formé dans la sous-région pas mal de pays dans ce sens-là. Et ça nous a permis d'expliquer l'intérêt de la recherche dans la communauté. Et en même temps, ça nous a permis, je dirais pas faire le gendarme, mais accompagner les programmes pour mieux les comprendre, mieux les utiliser et mieux les partager dans la communauté. Parce qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, on vient avec ton programme, tu déroules ta recherche et puis paf, tu as tes résultats, tu pars avec sans même les partager avec les personnes qui ont été associées. À un moment donné, tout ça, ça a changé. Mais si vous ne prenez garde, ça va revenir. Parce que les jeunes chercheurs, aujourd'hui, il faut les former, il faut les canaliser justement par rapport à la communauté et à l'éthique de la recherche. Voilà, les implications de la décision procédure de recherche liée aux essais, tout ça, on a participé et il y avait un comité en France, TRT5, qui nous associait aussi à la relecture à l'analyse des textes de recherche qu'on leur proposait. Et s'il y avait des questions à soulever, on les soulevait et on partait à la NRS pour discuter avec les chercheurs qui présentaient ces projets. Voilà. Et des messages forts des associations sur la non-transmission du VIH grâce à l'efficacité du traitement. Il faut dire que le VIH, les traitements ont révolutionné en tout cas la lutte. Aujourd'hui, on ne peut plus mourir du VIH, sauf si on s'est caché, sauf si on a refusé. Sinon, il y a eu des progrès énormes qui ont fait que, voilà. Et le plaidoyer qu'il y ait une activité transversale pour accéder aux médicaments pour ne pas mourir. Et accès aux médicaments pour les infections opportunistes, plus aux ARV génériques en Afrique. Et le soutien de AIDS a été très capital avec le réseau Afrique 2000, ACTAP et SIDAction. Et il faut dire qu'aujourd'hui, particulièrement SIDAction, continue à nous soutenir dans les programmes dans nos pays. Le développement de l'expertise des associations de tous les pays sur les questions de propriété intellectuelle et sur les brevets. Je suis déjà revenu là-dessus. Mener des politiques pour lutter contre le dispositif qui éloigne de la prévention. Avec l'appui de certains médecins, nous, les acteurs communautaires, avons porté le plaidoyer et obtenu au Burkina Faso la gratuité de certains examens biologiques. Et des médecins ont pris le risque sur eux de signer des documents pour qu'on puisse avoir accès. Et je me rappelle qu'un médecin a été interpellé par rapport à ça, mais la communauté, nous sommes allés le défendre et le dossier n'est pas allé très loin. Et nous avons répondu aux urgences en mobilisant les ressources locales pour créer des fonds de solidarité pour l'achat des médicaments essentiels génériques. Et là, je vais remercier au passage le docteur Péguini Jean-François docteur Péguini Michel. Et je profite ici pour dire également merci à Jean-Baptiste Guerschmidt, qui, s'il n'avait pas été là, je serais morte parce que mes premiers antirétroviraux, c'est lui qui me les a donnés. Et c'était une bithérapie.
Voilà, si lui n'avait pas été là, récolter les médicaments dans un hôpital à Paris, moi, Christine Kafando, je ne serais pas là. Donc, je vais vous demander un banc spécial pour Jean-Baptiste Biachut. Voilà. Le docteur Jean-Baptiste, c'est lui qui est derrière là-bas. Voilà. Alors, supprimer une à une les lois et les règles. Comme j'ai dit, on a fait le plaidoyer pour la dépénalisation du travaillage de sexe, les rapports entre les hommes, entre les personnes du même sexe, l'usage des drogues. Ça, c'est venu longtemps après parce qu'il fallait faire ce plaidoyer. C'est dans cette cible-là aussi que le VIH continue à se propager. Donc, il faut les prendre en compte dans nos actions de plaidoyer et de prévention. Et on est allé jusqu'en prison même pour sensibiliser et préserver l'accès aux soins pour les personnes sans papier. Ça, les personnes sans papier, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont dans les hôpitaux qui n'ont aucun document. Du fait du VIH, ils ont été chassés de la maison, de la famille. Il fallait trouver les moyens. 3 personnes vivant avec le VIH, accompagner la personne à la mairie, dire qu'on la connaît, pour qu'on lui établisse un jugement supplétif, afin qu'on puisse lui faire un acte de naissance. Et je pense qu'en France, c'est valable parce que les personnes sans papier aussi ont des difficultés avec les soins. Et donc, les associations du Nord aussi font un travail formidable pour que ces personnes-là puissent avoir accès aux soins. Voilà, protéger les droits des femmes et des jeunes filles. Expérience acquise face au VIH précieuse pour relever les défis aujourd'hui. Alors, qu'en est-il face à la drogue? La drogue est là avant le VIH, à mon avis, n'est-ce pas? Bon. Donc, la création de la Commission ouest-africaine, où j'ai été membre, elle a été créée en 2013 sous l'impulsion de Kofi Annan et présidée par Obasanjo, le président du Nigeria. Et l'objectif, c'était de sensibiliser l'opinion publique et on a fait le tour de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Non, de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Cap-Vert. On n'est pas le centre. Je n'ai pas envie de vous arrêter du tout. C'est très passionnant. Oui. Mais 2 minutes max. D'accord, ok, 2 minutes. Je vais aller. Dans 2 minutes, je vais finir. Voilà, élaborer les recommandations fondées. Voilà. De toute façon, ça, si vous allez sur le site de la Commission ouest-africaine des drogues, vous l'aurez. Et il y avait 8 grandes recommandations. Suivant, c'est les objectifs. Alors, les actions communautaires. À travers la Commission ouest-africaine, il y a eu le WADPN. Le WADPN qui est une plateforme sous-régionale de lutte contre la drogue qui est basée à Accra. Nous, les Français, on s'est fait avoir parce que au départ, on dominait. Mais hop, les anglophones nous ont détrônés et c'est eux qui pilotent maintenant le WADPN. Et on n'est pas trop au courant, il n'y a pas eu beaucoup d'actions autour parce que tout est anglophonisé. Et bon, nous, on ne comprend pas l'anglais. Le français même, on se débrouille, n'en parle pas anglais. Voilà. Donc, mais il faut dire que le financement à ce niveau est très difficile. Pour avoir des financements pour les campagnes, c'est difficile. Le seul programme où on a pu avoir, c'est Support Don't Punish, la campagne mondiale qui se passe tous les 26 juin de l'année. Et sous l'impulsion de la ABOBO, sous l'impulsion de la Maison des associations de lutte contre le sida, on a créé la toute première association d'anciens usagers de drogue à cause de la commission, grâce à la commission ouest-africaine et la plateforme de plaidoyer dont je suis la présidente est née, et structure de prise en charge communautaire qu'on a mise en place qui s'appelle Colibri et qui aujourd'hui a 17 personnes qui sont suivies avec une équipe pluridisciplinaire. Le renforcement des capacités, formation des acteurs, atelier national sur la relecture des lois, on l'a fait au Burkina Faso, mais c'est pas allé loin à cause des coups d'État répétitifs. Le plaidoyer national de haut niveau, et on a reçu la présidente de la Suisse, Ruth Dreyfus, qui est venue nous voir. On a fait le plaidoyer ensemble, mais on a sauté le président et voilà. Merci, voilà. Et l'implication au niveau de la masse a été, voilà. Les difficultés, j'en ai fini. Limite des textes, la loi répressive, absence, tout ce que les autres ont dit depuis ce matin, c'est ça qui est là. Merci. Merci, Christine. Oui, dans les discussions, on pourra continuer. On va passer la parole à la discutante. Docteur Rose André Faye. Elle est en ligne. Merci beaucoup, professeur. Vous m'entendez? 5 minutes. D'accord. Merci beaucoup, professeur, pour la parole donnée. Alors, cette mini-lecture de Christine met en lumière la manière dont les acteurs de la société civile ont joué un rôle important dans la lutte contre le VIH en sensibilisant les populations, mais aussi en plaidant pour des politiques adaptées et en fournissant des services aux communautés.
Alors, la présentation soulève des questions. D'abord, notamment par rapport à la mobilisation communautaire. Et donc, les organisations communautaires ont joué un rôle de première ligne pour réduire la stigmatisation et impliquer les populations clés touchées par le VIH. Et Christine est revenue, Madame Kafando est revenue sur l'impact des témoignages des personnes vivant avec le VIH et comment ces témoignages ont joué un rôle essentiel en humanisant la maladie et aussi en sensibilisant le public. Alors, dans le domaine des drogues au Sénégal, on peut aussi constater que la mobilisation des communautés joue un rôle essentiel. Je pense que hier, Ousmane a présenté le réseau Afrique francophone d'autosupport, le RAFASUD, qui peut-être même qui peine à pérenniser ses activités. Mais au-delà de ce réseau au Sénégal aussi, il y a des premières associations qui ont été encadrées par les ONG, mais aussi dans le monde médical par les psychiatres addictologues comme l'ASDR, l'Association sénégalaise pour la réduction des risques. Et puis, il y a eu des mouvements par et pour les usagers de drogue, des associations identitaires qui se sont constituées depuis la mise en place du CEPIAT. Et donc, à Dakar, on a plusieurs associations, Sève, Santé Espoir Vie, Alte 2S, et puis à Hambourg, on a Sauver ma santé et Sauver ma santé à Kaolack. Et récemment, on peut constater aussi une mobilisation des femmes, une mobilisation féminine de femmes qui commencent à constituer des associations, notamment Femmes engagées, puis le réseau des femmes incluses au CEPIAT et récemment Tudjiguen dans la région de Thiès à Hambourg. Et donc, de plus en plus, on voit que la voix des usagers de drogue est entendue par les décideurs. Et on voit que les représentants de ces associations-là, mais aussi les représentants des médiateurs dans les équipes de terrain des différents dispositifs, participent dans les mécanismes de consultation de l'État, qui sont parfois invités par le CILD ou par le Fonds mondial à l'instance nationale de coordination des programmes du Fonds mondial et dans des événements nationaux et internationaux, y compris les conférences sur le VIH, mais aussi sur la réduction des risques. Alors, les médiateurs sont aussi invités parfois à faire des témoignages auprès des forces de l'ordre, des acteurs de la justice, pour faire changer le regard sur les usagers de drogue en faveur des politiques axées sur la santé et sur les droits humains. Et donc, maintenant, il est important d'éclairer par la recherche le bénéfice de l'implication de ces communautés en lien avec la réduction des risques, mais aussi l'autonomisation des usagers de drogue. Et donc, d'autres leçons qui ont été mises en perspective par cette mini-lecture, c'est aussi l'approche multisectorielle, mais aussi la coordination et la concertation des acteurs pour un financement adéquat et pérenne. Alors, comme souligné dans la lutte contre le VIH, une coordination renforcée par tous les acteurs permet d'éviter des duplications, alors que dans le domaine des drogues au Sénégal, actuellement, il y a plusieurs ONG qui mènent des activités de réduction des risques, mais il reste à harmoniser les efforts et à optimiser l'utilisation des ressources. Et donc, on peut, de la multisectorialité, c'est intégrer toutes les parties prenantes parce que l'usage de drogue n'est pas seulement une question de santé, mais qui peut intéresser d'autres secteurs, d'autres ministères, mais c'est aussi aller au-delà et intéresser les acteurs qui sont au plus près des populations telles que les collectivités territoriales, mais aussi des acteurs communautaires dans les quartiers. On a vu l'importance, par exemple, des Badianougor, des marraines de quartier au Sénégal sur plusieurs questions de santé. Et donc, les progrès...
D'accord. Donc, on voit que c'est un formatage des dynamiques sociales alignées sur la culture VIH. Ces façons de concevoir les choses, les personnes usagères de drogue sont vulnérables, il faut renforcer leur autonomie. On peut se demander si les usagers de drogue refusent ces identités et donc s'il y a de vastes populations qui consomment mais ne sont pas représentées dans les dispositifs. Faudrait-il donc développer plus d'activités communautaires en lien avec les drogues dans des communautés ou associations autrement définies? Au colloque, par exemple, nous avons la participation de l'Alliance nationale des jeunes pour la santé, à Caen des alliances pour la santé mentale qui s'intéressent aux drogues. Les drogues concernent tout le monde, au-delà du monde communautaire, basé sur des identités qu'on peut qualifier de figées et donc forcément un peu rigides, dont souvent les personnes veulent sortir parce que nos enquêtes ont montré que de nombreuses PUD veulent devenir ou être appelées des ex-UD. C'est donc la société civile qu'il faudrait mobiliser au travers des personnes qui sont affectées. Merci. Merci, docteur Rose. Nous allons ouvrir 2 minutes, parce que là, on n'a plus le temps. Ou bien on passe au... Voilà. Merci, Madame Christine. Merci, docteur Rose. On va passer à la deuxième mini-lecture. Nous appelons docteur Bertrand Lebou. Oui, bonjour. Je voudrais remercier le comité d'organisation et en particulier Alice Desclos et remercier aussi les organisateurs pour avoir mis à disposition mon livre Drogue, la longue marche qui a été publié par l'Harmattan. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante ? Oui, donc je fais partie de celles et ceux qui ne disent à peu près jamais la drogue, parce que la drogue, ça ne veut à peu près rien dire. Il y a des drogues et il y a des types de drogues. Alors il y a 2 classements qui sont utiles, il y en a beaucoup d'autres. Le premier, c'est le classique partage entre les sédatifs, les stimulants et les hallucinogènes. Les sédatifs, par exemple, les benzodiazépines, les opiacés, les stimulants, la cocaïne, les amphétamines, les catinones, et les hallucinogènes, le LSD, la psilocybine, la diméthyltryptamine, la kétamine, etc. Puis il y a une deuxième distinction qui n'est pas de nature pharmacologique, mais qui porte sur le statut légal des substances. Et c'est la distinction entre les drogues légales, le tabac et l'alcool, les médicaments psychotropes, par exemple les benzodiazépines, les opiacés utilisés dans la douleur ou comme traitement de substitution, et les stimulants, par exemple la ritaline, et enfin les drogues illicites. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante ? Alors, dans ma présentation, je vais essayer d'évoquer 4 événements ou 4 processus qui ont profondément modifié le visage de la question des drogues sur la Terre. Donc c'est une affaire très générale. Je vais dire un mot de la crise américaine des opioïdes, de l'explosion du trafic de cocaïne en Europe, des nouvelles techniques de vente, là aussi en Europe, et enfin dire un mot de la légalisation du cannabis à usage récréatif tant aux Amériques que dans certains pays d'Europe. La diapo suivante. Alors, la crise américaine parce qu'elle touche à la fois les États-Unis et le Canada. La crise américaine des opioïdes a commencé dès le milieu des années 90 et la première période est liée à une surprescription massive d'un opioïde, d'un opiacé qui s'appelle l'oxycodone. Son nom commercial le plus habituel, c'est l'oxycontin, par certains médecins états-uniens.
Il y a une très forte dimension de corruption dans cette première phase de la crise des opioïdes. Des leaders d'opinion ont été corrompus et certains laboratoires qui sont aujourd'hui assez souvent en procès se sont lancés dans des pratiques de vente tout à fait condamnable. Mais la deuxième époque, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui de la crise des opioïdes, c'est celle des fentanyloïdes ou des fentanyls non pharmaceutiques, les FNP, c'est-à-dire des fentanyls qui sont issus du marché clandestin et qui sont au cœur de cette nouvelle phase dans laquelle les États-Unis et le Canada sont encore. La diapo suivante. Alors les chiffres sont, du nombre de décès sont absolument ébouriffants. La puissance des fentanyls est sans commune mesure avec celle de la morphine ou de l'héroïne, et donc encore plus avec une substance comme le tramadol qui est considéré comme un opioïde faible, hein, et non pas un opioïde fort comme la morphine, l'héroïne, la méthadone, etc. Les précurseurs viennent principalement de Chine et le trafic est aux mains des cartels mexicains. Ces précurseurs sont relativement faciles à trouver, à quoi s'ajoute le fait que la synthèse des FNP, des fentanyls non pharmaceutiques, est assez simple et qu'aux États-Unis et au Canada, on en trouve dans de très nombreuses substances, y compris la cocaïne, ce qui a évidemment un caractère très paradoxal. Les gens qui veulent accéder à de la cocaïne veulent un stimulant, pas un produit qui va les faire piquer du nez. Mais il n'empêche qu'il y a tellement de FNP sur le marché clandestin qu'on en trouve y compris dans la cocaïne. La diapo suivante. Alors, conséquence de la crise des opioïdes, c'est une crise qui est sans équivalent dans l'histoire des drogues, sans équivalent. D'après le Center of Disease Control américain, états-unien, il y a eu 645 000 morts par overdose d'opioïdes entre 1999 et 2021, c'est-à-dire pendant 22 ans. Et si on prend la seule année 2023, il y a eu 120 000 morts. Ce sont des chiffres absolument ahurissants. Alors d'abord, c'est ce qu'on a appelé les morts par désespoir. Ce sont des petits blancs, souvent des ouvriers de la ceinture de rouille, de la Rust Belt, qui sont les sacrifiés de la mondialisation, qui étaient souvent au chômage et qui ont commencé à consommer à la fois de l'alcool, parfois à se suicider, et parfois ont commencé à consommer des opioïdes pour des raisons médicales. Et puis se sont ensuite ajoutées les minorités visibles, afro-américains, hispaniques. Alors il faut insister sur un point extrêmement important. Vous m'entendez bien, hein? Oui? Je t'entends très bien. Ok. Donc, il faut insister sur le fait que ni l'Europe, ni l'Afrique n'ont encore été touchés par cette crise. Mais personne ne sait ce qu'il en sera demain. Et si j'ai commencé par la crise des opioïdes, c'est que c'est probablement une des menaces les plus lourdes qui pèsent sur la santé publique au niveau mondial. Et encore une fois, l'Europe et l'Afrique n'ont pas encore été touchées, mais rien ne dit que ce ne sera pas le cas un jour. La diapo suivante. Alors, comment répondre à la crise des opioïdes? Les Américains ont beaucoup de mal à répondre à cette crise. D'abord, il faut un large accès à la prévention des overdoses avec un antagoniste opiacé qui s'appelle la naloxone, qui peut exister sous forme injectable ou sous forme de spray. Et évidemment, il faut que la naloxone soit immédiatement à portée de la main. Si on est dans la rue et qu'on a de la naloxone chez soi dans un tiroir, ça ne sert évidemment à rien. Il faut donc très largement développer l'accès à la naloxone pour les personnes qui consomment des opiacés, pour leurs amis les plus proches, pour leur famille, de sorte que de la naloxone puisse être utilisé dans l'urgence. Il faudrait développer les salles de consommation à moindre risque, ce qu'on appelle des SCMR.
c'est ça l'acronyme. Simplement, les États-Unis n'ont aucune envie de développer ce type de structure. À ma connaissance, il existe une salle de consommation à moindre risque à Vancouver, au Canada, mais il n'y en a pas encore aux États-Unis. Il faut évidemment développer l'accès au traitement de l'addiction aux opioïdes, c'est-à-dire les traitements de substitution opiacés par méthadone et surtout d'ailleurs par buprenorphine. Il faut populariser les tests qui permettent de repérer la présence d'un fentanyloïde dans une drogue. Alors aujourd'hui, aux États-Unis et au Canada, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il y a pratiquement des fentanyloïdes, des FNP partout. Et puis, il faut aussi s'attacher à la connaissance d'autres opioïdes de synthèse et en particulier les nitazènes qui commencent à se répandre aux États-Unis et au Canada. La diapo suivante. Alors, ça, c'est le deuxième grand événement ou le deuxième grand processus de ces dernières années, c'est l'explosion de la production, du trafic et de la consommation de cocaïne. Je suis obligé d'aller vite parce que c'est un immense sujet, mais ce qu'il faut dire, c'est que le marché américain est aujourd'hui saturé et que cette explosion touche maintenant l'Europe. Avec une caractéristique très inquiétante, c'est que les cartels latino-américains exportent leurs méthodes de violence et de corruption. Par exemple, ils embauchent de très jeunes tueurs à gages, il y a des règlements de compte dans les grands ports. Anvers est maintenant devenu le premier port d'arrivée de la cocaïne en Europe devant Amsterdam. Il faut dire de la cocaïne qu'elle est portée par une mythologie extrêmement puissante. C'est le champagne des drogues, la drogue des rich and famous, des gens riches et célèbres. Et d'une certaine manière, c'est la drogue idéale de ce début du XXIe siècle, une drogue pour la fête, le sexe ou le travail. La demande de cocaïne est en train de se mondialiser. La diapo suivante. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à l'explosion du trafic, de la production, du trafic et de la consommation de cocaïne? Eh bien, c'est extrêmement compliqué parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de traitement de substitution. Il n'y a pas de cocadone, comme on dit. Par ailleurs, la prise en charge des grands consommateurs qui demandent de l'aide est difficile à cause du craving, cette envie obsédante de consommer, qu'on a maintenant généralisée à toutes les drogues, mais qui est née avec la cocaïne et qui reste très profondément attachée à une substance comme la cocaïne, une envie obsédante de consommer. Ça n'est pas une drogue du besoin, c'est une drogue de l'envie, du désir et de l'obsession. Il faut... La seule chose qu'on puisse faire utilement, c'est mettre les personnes à l'abri, c'est-à-dire loin de la cocaïne, car la dépendance est beaucoup plus psychique que physique. Il y a un élément important, c'est que il faut développer la connaissance, en particulier par les services des urgences, des overdoses de cocaïne, parce que les complications de la cocaïne sont soit des complications de nature cardiovasculaire, des AVC, des infarctus du myocarde, soit des complications neurologiques, en particulier des crises convulsives. Quant à la lutte contre le trafic, elle est très difficile. Les prises sont maintenant considérables. Les prises de plusieurs tonnes sont devenues une banalité. Et quand on sait que entre 10 et 20%, disons 15% du trafic est arrêté par les services répressifs, ça donne une idée de l'importance du marché clandestin de la cocaïne. L'Afrique, qui a longtemps été un pays de transit, est devenue un pays de consommation de cocaïne. La diapo suivante. Alors, il y a quelque chose qui s'est beaucoup développé en Europe, ce sont de nouvelles techniques de vente qui modifient de manière très profonde la situation. Avant, c'était le classique deal de rue. Mais maintenant, ce deal de rue est concurrencé d'une part par la livraison de drogue à domicile et toutes sortes de services marketing qui sont associés, et ensuite l'accès aux drogues
par Internet avec réception du colis par la poste. Dans un récent numéro du Monde qui était consacré à ces questions, Le Monde titrait que l'ubérisation des drogues rebat les cartes du trafic. Alors il est possible que ces nouvelles techniques de vente ne soient pas encore très développées en Afrique de l'Ouest, mais il n'y a aucune raison pour penser qu'elles ne vont pas l'être dans l'avenir. La diapo suivante. Alors, les NPS, les nouveaux produits de synthèse, ils sont en particulier accessibles sur le net, à commencer par les cannabinoïdes de synthèse. Alors, je commence par une généralité importante, c'est que maintenant, on connaît le système endocannabinoïde, l'anandamide, qui a été isolé par le chimiste israélien Raphaël Mechoulam, le 2-AG, et puis il y a 3 autres ligands, donc on connaît aujourd'hui 5 ligands de gènes, et on connaît évidemment les récepteurs CB1 et CB2, et ce sont ces découvertes des années 90 qui sont au fondement scientifique du cannabis à usage thérapeutique. Mais les cannabinoïdes de synthèse, c'est une toute autre affaire, parce qu'en réalité, on connaît assez mal la manière dont ils agissent, et ils peuvent provoquer des dégâts importants avec une dangerosité qui est très difficile à apprécier. Je pense, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, je pense en particulier aux couches. La diapo suivante. Alors, il y a un autre groupe de substances qui est très présent sur l'Internet, ce sont les catinones. Alors, il y a la catinone, qui est le principe actif du cat, et puis à partir de la catinone, on a fait des catinones, il y en a un très grand nombre. Là, j'en ai cité 3 qui sont particulièrement connus, la méphédrone, la 4-mec, et surtout, on en parle beaucoup en Europe actuellement, la 3-MMC. Alors, ce sont des stimulants extrêmement puissants qui sont surtout utilisés par ce qu'on appelle les chemsexeurs, qui sont principalement issus de la communauté gay. Certains de ces chemsexeurs slamment, c'est-à-dire injectent ces substances. On ne peut pas venir en aide aux personnes qui demandent de l'aide si on ne connaît pas à la fois les pratiques de ces usagers et les substances qu'ils consomment. Il faut donc apprendre ce nouveau domaine de la médecine des addictions qu'est le chemsex. La diapo suivante. Alors, je vais essayer de répondre à une question qui est pourquoi la légalisation du cannabis à usage récréatif dans un certain nombre de pays. D'ailleurs, je vais commencer par citer ces pays. Le premier, ça a été l'Uruguay en 2013, le Canada en 2018, premier pays du G7 à légaliser le cannabis à usage récréatif, je ne parle pas du cannabis à usage thérapeutique. Il a été aussi légalisé dans plus de la moitié des États des États-Unis, mais comme vous le savez, pas au niveau fédéral. En Europe, ce processus a commencé à Malte en 2021, au Luxembourg en 2023 et surtout en Allemagne cette année en 2024. Alors pourquoi est-ce que la prohibition du cannabis a cessé d'être une priorité? Mais précisément parce que des menaces comme les nouveaux opioïdes de synthèse dont j'ai parlé, les fentanyloïdes, les nitazènes, l'explosion de la consommation de cocaïne, les nouveaux produits de synthèse, les cannabinoïdes de synthèse, les catinones, mais aussi la xylazine, qu'on appelle tranq ou drogue du zombie aux États-Unis, qui est un très puissant sédatif, sont des menaces par rapport à quoi le cannabis est quelque chose de tout à fait secondaire. Et donc l'idée, c'est de ne pas consacrer des sommes absolument vertigineuses à la prohibition du cannabis, alors qu'il y a d'autres urgences beaucoup plus lourdes et beaucoup plus graves dont il faut urgemment s'occuper. La diapo suivante, qui je crois est la dernière. Il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est de savoir ce qui circule effectivement sur le marché clandestin. Il faut bien comprendre que toutes les drogues issues du marché clandestin sont des boîtes noires. On ne connaît pas
les principes actifs, on ne sait pas dans quelle quantité ils sont présents dans la drogue, il y a des produits de coupe, bref, les substances issues du marché clandestin sont des boîtes noires. Et il faut donc pouvoir analyser, par exemple, avec de la chromatographie couche mince, de la CCM, ou même avec de la spectrométrie, pardon, je veux parler trop vite, spectrométrie de masse, des échantillons qui peuvent en particulier être apportés par des intervenants de terrain qui travaillent dans le champ de la réduction des risques. Ça permet des alertes et des mesures urgentes. Il faut développer partout où c'est possible la réduction des risques, l'accès aux seringues propres, les traitements de substitution opiacés, les salles de consommation à moindre risque, l'accès à la naloxone, la RDR en prison, etc. Et favoriser la création de sites de psychonautes. Alors ces sites existent assez largement en Europe. Ce sont donc des gens qui font ce qu'on appelle des trip reports, c'est-à-dire qu'ils consomment une substance qui souvent est assez inconnue et ils expliquent ce qui leur est arrivé. Ils font donc un rapport sur le trip et c'est souvent sur ces sites de psychonautes qu'on commence à apprendre de quelles nouvelles substances arrivent sur le marché. Enfin, il faut développer la médecine des addictions en lien avec les neurosciences. J'ajoute une dernière chose parce que c'est une question dont j'ai discuté avec Alice Desclos, c'est qu'il serait aussi très intéressant d'avoir des analyses sur la présence de drogue dans les eaux usées. Ça permettrait non pas de savoir combien de consommateurs il y a, mais quelles sont les quantités de drogue qui sont consommées et ça permettrait donc de pouvoir répondre à des urgences. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je vous remercie. Merci, merci Dr Bertrand pour cette communication, je dirais même cet enseignement. Nous avons beaucoup appris. Et moi, j'ai eu peur. Hein. Là, j'ai peur de tout ce qu'on vient de dire, les nouvelles ubérisations. Hein. Bon, docteur Tia, vous avez la lourde tâche de discuter tout ce qu'on vient et de nous rassurer. Vous avez la parole, 5 minutes. Merci de me donner la parole. C'est un plaisir pour moi de discuter la communication de M. Bertrand. M. Bertrand, à travers sa communication, nous a présenté les nouvelles drogues et les légendes urbaines qui entourent ces drogues. D'abord, il est parti de la définition, des définitions classiques, à travers une définition pharmacologique qui s'appuie sur la définition donnée par l'OMS et qui regroupe les drogues en 3 catégories, notamment les dépresseurs qu'il a appelés les sédatifs et les stimulants et les hallucinogènes. Il a fait une distinction aussi basée sur la légalisation ou bien sur le cadre juridique qui nous permet de connaître ou bien de distinguer les drogues légales, c'est-à-dire acceptées par la société, mais qui pourraient varier d'un contexte à un autre, parce que ce qui est drogue légale en Côte d'Ivoire peut ne pas l'être quand on se trouve au Maroc. Donc, à ce niveau-là, il est important de contextualiser la notion de drogue légale. Il nous a parlé également aussi des drogues illicites sur lesquelles aujourd'hui la répression s'appuie. Chemin faisant, nous avons parcouru il nous a fait parcourir les changements de paradigme de ces dernières années. Il a parlé également de la crise des opioïdes, une crise qui a vraiment marqué les États-Unis à travers un bon nombre de décès et qu'il a qualifié de crise qui a commencé dans les années 90 et après il nous a fait ressortir la dimension de la corruption dans la lutte contre ces substances. Alors, en abordant la question de la fentanyl, il a parlé du marché clandestin. Le marché clandestin, il est revenu encore sur les questions du précurseur de ces drogues. Mais quand on fait un petit tour d'horizon
et qu'on se rend compte que dans le contexte africain également, nous avons connu aussi un certain nombre de crises. Par rapport à la Côte d'Ivoire, il y a 1 an de cela, la Côte d'Ivoire a connu ce qu'on appelle la crise du Kadhafi. La crise du Kadhafi, ce n'est rien d'autre que le mélange du tramadol avec les boissons énergisantes. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, ce fut un phénomène d'emprunt parce que les usagers de drogue ayant eu des informations sur Internet, ils ont essayé d'imiter le phénomène de la drogue du zombie dont il a parlé. Donc pour eux, il fallait utiliser une drogue et avoir une posture du zombie. Celui qui allait mieux interpréter ou bien manifester cette posture-là était le champion. Donc, c'est dans ce contexte-là que la Côte d'Ivoire a connu cette crise. Et ce qui a amené les autorités ivoiriennes aussi à pouvoir prendre des dispositions légales pour interdire la vente des produits énergisants, notamment le vaudou sur le marché. On a toujours continué avec les nouvelles drogues et aujourd'hui, il y a une question fondamentale qui ressort dans la consommation de drogue à travers les pays africains. Nous, en Côte d'Ivoire, on parle de Odikush, Tadikush. C'est quoi réellement Odikush? Odikush, ce n'est rien d'autre que du cannabis qui est d'abord fermenté dans de la liqueur très forte. Et après, on sèche les feuilles. Et mais ce cannabis est très cher sur le marché. Ordinairement, nous avons un cannabis qui coûte 500, mais avec Odikush, c'est 2000-2500. Et ça avoisine le prix de la cocaïne et c'est plus cher que l'héroïne. Vous voyez, nous sommes dans un contexte de nouvelles consommations, de nouvelles pratiques et notamment il y a des jus aussi qu'on appelle les jus de cannabis qui sont des jus qui sont faits à base de fermentation, c'est-à-dire on prend une quantité de feuilles, on fermente dans de la liqueur très forte. En séchant les feuilles, on conserve le liquide. Et on a deux types de substances. Quand on continue les nouvelles pratiques, aujourd'hui dans les établissements en Côte d'Ivoire, c'est les bonbons sucrés, les gâteaux, ils sont faits à base de drogue. Donc les trafiquants et les consommateurs ont aujourd'hui de nouvelles tendances à pouvoir cacher leur pratique et à pouvoir gagner du terrain. La livraison, c'est une livraison aussi à domicile. Je parlais ce matin de livreur. J'ai pris un exemple. Si tu ne peux pas te déplacer, on te livre. Aujourd'hui, on peut faire les dépôts Niango avec les différentes drogues que nous avons. Donc, on se fatigue plus. On commande et ça vient nous trouver. Donc, c'est... En conclusion, toutes ces pratiques-là n'ont de sens que... ou bien toutes ces pratiques entraînent des conséquences sur la santé et pour bien canaliser ces pratiques, notamment, il faut mettre en place des programmes de réduction des risques, gérer les overdoses, parce qu'aujourd'hui, la question fondamentale pour tous les pays, comment on gère nos overdoses? La question de la naloxone est un véritable problème pour les pays. Donc, si on met en place des programmes de réduction des risques inclusifs et qui prend en compte tous les aspects de la RDR, je pense que nos pays pourront mieux aborder ou bien mieux prendre en charge nos usagers de drogue. Merci. Hors plaidoyer. Nous allons passer à la 3e mini-lecture. Il nous reste 20 minutes. Il portera sur les éclairages socio-anthropologiques. Merci, Président. Alors, c'est un colloque très sportif. Donc, dans ce marathon, je vais tenter de tenir le temps sans dopant. D'accord. Alors, il me faut mes diapos, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par dire que je vais utiliser le terme de drogue avec une définition minimale qui est celle d'un produit consommé dans un but psychoactif et dire que, en fait, le discours dominant dans toutes les grandes institutions sur les drogues, c'est un discours négatif, que ce soit la religion, la justice, la médecine ou l'école.
Or, les drogues, elles nous accompagnent depuis des millénaires et toujours aujourd'hui, elles ont un poids majeur au plan économique. Donc, qu'est-ce qui explique leur succès, à la fois pour les individus et pour les collectivités? Est-ce qu'elles ont une signification ou une fonction sociale essentielle? Et dans les années 90, un ethnologue disait que chaque société a sa drogue préférentielle. C'est vrai que je regarde. Ah, c'est vous qui ne voyez pas, pardon. Alors, donc nous, notre regard scientifique, il faut qu'il explore et documente tous les aspects concernant les drogues. Alors, avec quelques précautions, en distinguant consommation et addiction. Et on sait déjà, les sociologues savent qu'il y a des drogues qui sont plutôt des drogues d'intégration sociale, qui permettent la conformité à des normes sociales ou à des idéaux. Et puis, il y a des drogues qui sont plutôt du côté de la marche, qui ouvrent des espaces de liberté, de créativité qu'on ne trouve pas dans la société et qui peuvent avoir une valeur de soupape. Alors, est-ce que les drogues ont surtout une fonction artistique? La richesse, les écrits les plus riches, c'est en littérature, les productions les plus riches, c'est en musique ou en peinture. Et le très bon travail pionnier de Howard Becker, Outsider en 63, montrait que d'abord, on n'apprécie pas le cannabis d'emblée, il faut tout un apprentissage. Et les musiciens de jazz aux États-Unis utilisent à la fois les fonctions de facilitation de la sociabilité et de la créativité pour améliorer leur jeu musical ensemble. Alors donc on a une création à la fois artistique mais aussi de savoir et de savoir-faire. Alors au passage on peut se poser la question dans le fil des questions des évocations de Bertrand, les sociétés elles-mêmes sont-elles addictogènes? Alors là, je vais juste dire que le tableau que vous voyez sur la gauche, non, la précédente, le tableau sur la gauche, c'est fait par cet artiste Orsten Groom qui peint sous méthamphétamine. Alors ça lui permet d'avoir une vision stéréoscopique, c'est-à-dire en relief, des différentes strates qu'il a composées. Et le tableau, il est composé de toutes ces strates. Et vous ne pourrez pas le voir, sauf si vous êtes sous méthamphétamine ou vous avez des lunettes 3D. Et c'est vraiment, moi je trouve ça magnifique. Alors, nous, on est anthropologues, donc on est toujours sur la même question depuis des siècles, des années. Quel est le rapport entre l'unité humaine et la diversité des cultures? Comment se fait-il qu'une même molécule peut, dans certains contextes culturels, être utilisée comme drogue et s'exprimer de manière très différente? Et donc, dans ma présentation, je vais survoler 3 contextes culturels, un en Europe, un en Afrique centrale, et un transnational. Alors, mes sources, j'ai pas fait d'enquête de terrain sur ce sujet. Donc, mes sources, c'est l'immersion pour l'Europe et puis la littérature pour l'Afrique. Alors, le premier terrain européen, c'est une société, on pourrait dire, elle a peut-être 2 drogues essentielles, puisque 80% des adultes sont consommateurs d'éthanol, qui fait 41 000 décès par an, et 32% des adultes consomment du tabac, qui provoque 75 000 décès par an. 25% des adultes sont fumeurs quotidiens. Alors, il faut savoir aussi qu'en Afrique, l'alcool, c'est la substance psychoactive la plus consommée. Diapo, s'il vous plaît. Alors, nous voilà dans le vignoble français. Vous avez reconnu la société dont il est question. La production viticole, c'est une grande part de la production agricole. Ça nous vient de colonisateurs, puisque les Grecs ont introduit la vigne au VIe siècle avant notre ère. Et puis, c'est les Romains qui l'ont développé il y a 2000 ans et qui ont développé, en fait, toutes les régions connues aujourd'hui pour leur vin. On les doit à l'activité des Romains. Alors, la production de vins spiritueux, c'est d'abord la vinification, donc des techniques particulières de fermentation, d'assemblage, de mélange. Et on a un savoir-faire, mais aussi un savoir très sophistiqué, puisqu'il faut en gros 5 à 7 ans d'études pour devenir sommelier, c'est-à-dire connaître la diversité des vins, la manière dont ils sont élaborés. Les spiritueux contiennent des doses d'alcool plus concentrées par distillation. Et puis, il y a un marché croissant du sans-alcool. Avec le vin au niveau mondial, il y a 4% du vin qui est sans alcool. En France, on ne dépasse pas 1%. Et pour les bières, c'est un peu pareil, 4 à 10% au niveau mondial, 4% seulement en France. Alors nous, on consomme pour des événements, des célébrations collectives, des fêtes, des dîners. On a même inventé l'apéritif, qui est un moment où on boit spécialement pour se donner de l'appétit pour le repas qui va suivre, en fait, pour se retrouver. On a une consommation quotidienne
après le travail, pour se détendre, quand on a soif, pendant les repas, etc. Diapo, s'il vous plaît. Alors, autour de l'alcool, bon, le cliché du village où il y a une église, la mairie et le café, où il y a aussi du café, mais il y a aussi de l'alcool. Et on y va, pas forcément pour boire de l'alcool, on pourrait le boire chez soi, mais pour rencontrer du monde. Donc ça, c'est le premier cliché en haut à gauche. Et le second cliché que vous connaissez tous en bas à gauche, le cliché du champagne et du séjour romantique que tout le monde souhaite vivre à Paris. Alors, c'est en phase avec l'économie, le secteur du tourisme du luxe, qui est majeur en France. C'est l'image internationale qui attire énormément de Chinois en particulier, et qui les attire non seulement à Paris, mais en Alsace, dans le Bordelais, dans le Beaujolais, etc. On est aussi en phase avec la religion majoritaire. 50% des Français se déclarent catholiques, même si très peu sont pratiquants. Et le vin, dans la religion catholique, c'est la métaphore du sang du Christ. En phase avec la science, alors pendant quelques décennies, on a dit qu'il y avait un French paradox, qui est le fait que les Français, bien qu'ils aient une alimentation comme d'autres Européens, ils aient une moindre fréquence des pathologies cardiovasculaires. Alors on a pensé que c'était lié au vin, à un faible niveau de consommation de vin, et lié plus précisément aux tanins, qui sont les composantes dans la peau du grain de raisin, et qui donnent sa couleur au vin. Et donc, ces polyphénols auraient un effet protecteur à faible dose. Sauf que, en 2024, une analyse avec des échantillons énormes de plusieurs millions de personnes en Chine a montré que le vin est toxique, même à faible dose. Alors, on peut se demander si la science a été pervertie comme elle l'a été par les producteurs de tabac qui ont caché sciemment des informations. Mais peut-être que non, peut-être que les Français sont tellement convaincus que le vin, c'est bon, que dans un grand consensus inconscient, on a plutôt interprété les choses tant que les épidémiologistes n'étaient peut-être pas là avec leurs règles infaillibles. Alors donc la norme sociale, c'est boire, mais pas n'importe comment. La consommation doit être modérée. Ne pas consommer, ça c'est assez hors norme. Elle est occasionnelle. La qualité plutôt que la quantité. Ne pas montrer qu'on est ivre. Et on a rapidement le choix du produit pour des circonstances particulières. Et si vous allez boire du vin, ne mélangez pas les vins qu'on vous sort successivement, c'est-à-dire le rouge et le blanc, il ne faut pas le mettre ensemble. Ça, vraiment, c'est interdit. Donc, c'est des normes qu'on ne connaît pas a priori, mais c'est la culture qui élabore ces normes. Diapo. Alors, le cadrage culturel, quelles sont ses limites? Alors, il pose des limites. L'excès, la cuite ou être sous, c'est pas forcément bien apprécié, surtout s'il y a mise en danger d'autrui. C'est peu toléré. Et l'ivrogne a une image très négative, alors que l'ivresse peut avoir une évocation, si elle est légère, plus politique. Mais il y a des tolérances, par exemple pour la surconsommation, une cuite, comme rite d'initiation chez les garçons à l'adolescence. Il faut en être passé par là. Mais chez les filles, c'est toujours genré, donc les normes sont genrées, donc les filles, c'est quand même assez mal vu. Alors, la réponse, quelles mesures juridiques de santé publique? La consommation encadrée. Alors, on a une expérience sur la prohibition de l'alcool, c'est aux USA où en 1920, le 18e amendement disait qu'il est interdit de consommer pour des raisons de santé. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Les conséquences, ça a été le développement du trafic, baisse de la consommation, d'accord, mais apparition des gangs, la criminalité, la corruption, enfin, à un tel point qu'en 1933, un nouvel amendement est venu supprimer le 18e amendement. Alors en France, on a une interdiction d'achat et de consommation si on a moins de 18 ans, interdiction au volant, au-delà de 0,5 g d'alcool, et puis vous avez quelques nuances. Et puis on a un système de soins avec l'alcoolologie qui a précédé l'addictologie, des traitements, et l'autosupport. Les alcooliques anonymes, c'est vraiment l'ancêtre de tous les groupes d'autosupport pour différents problèmes. Et puis une prise de conscience de la population qui est progressive. Alors ce qui semble assez important dans cette prise de conscience, c'est le dry January, c'est-à-dire le fait qu'on fait un mois pendant lequel on ne boit pas. Ça, c'est une initiative communautaire au début des années 2010 qui a été reprise par un organisme anglais et qui s'est étendue en France et dans le monde avec notamment des applications qui aident à avoir 2 fois plus d'adhésion.
Alors maintenant, on en est à la globalisation qui, bon, je fais très très court, je survole, hein, je l'ai dit, mais la globalisation, elle est d'abord économique. Alors, économique, ça veut dire que ça a commencé, on pourrait dire, que pendant la période coloniale, où on a déjà eu une dépréciation des alcools locaux en faveur des alcools produits par les multinationales. Hein. D'abord, on a eu ces constitutions d'empire africain de la bière. Et même, désormais, elles sont tellement investies que les marques de bière comme la Guilux ou la Bracna, elles sont porteuses d'identité nationale, alors même que leurs propriétaires sont en partie les Castel et les multinationales. Alors, on est aussi à l'époque où on a une sorte d'uniformisation des codes et des symboles, qui sont les codes occidentaux, hein, et avec quel cadrage. Alors, ça donne une forme d'encadrement culturel, on pourrait dire. Les médias diffusent le modèle américain des célébrités qui placent des produits dans des marchés. Alors, vous utilisez tous, on utilise tous des emojis. Ils sont réglementés, ils sont définis par un consortium qui s'appelle l'Unicode, qui rassemble des producteurs d'informatique, Microsoft, Apple et compagnie, et des réglementaires. Et ils ont sorti un emoji qui représente deux coupes de champagne. Je crois que tout le monde peut les reconnaître. Il faut savoir il faut savoir qu'il n'y a pas de emoji, par exemple, pour aller se balader en brousse. Non. C'est par contre pour le champagne, oui. Et les explications qui sont données, c'est alors vous avez partagé à deux le champagne, il y a du champagne. On a gagné, donc si vous faites du sport, il y a le champagne. Une soirée tranquille, tout seul, du champagne. Bon, il faut avoir les moyens. Passer du temps avec ses amis, c'est exprimé encore par du champagne. Alors, je dis pas qu'on devient tous consommateurs, mais moi-même, j'ai reçu de mes amis de Bourreau-du-Lasso, au moment de la Saint-Valentin, je reçois le champagne avec le cœur. Et cette année, j'ai même reçu, le 1er mai, fête du travail, le muguet et le champagne. Bon. C'est pas des consommateurs du tout. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous ces codes, ça veut dire qu'on partage la joie, on partage l'exception. Bref, on partage des codes, mais qu'est-ce qu'on partage peut-être de plus? En résumé, est-ce que l'alcoolisme est une fatalité? Bon, importance culturelle d'une substance psychoactive et addictogène, dont on a vu que c'était indissociable de ces excipients, avec des significations positives multiples, d'autant plus qu'il y a maintenant une variété d'alcool, hein, maturation culturelle depuis 2000 ans, et donc c'est cadré, soutenu par la culture. Les motifs de consommation, ils ont évolué. Au début du siècle dernier, c'était la valeur calorique, hein, puis c'est passé à la valeur du cours, qui demande un apprentissage, on a une érudition. Et c'est donc avoir cette connaissance permet l'intégration sociale, mais il y a des limites. La surconsommation, elle suscite quand même le rejet. Alors l'évolution de la consommation, en 50 ans, on est passé de 120 litres de vin et 26 litres d'alcool pur par an et par habitant, c'est quand même pas mal. On a baissé à 40 litres et 11 litres d'alcool. Sous les effets du changement de mode de vie, de la prise de conscience, de la loi, des mesures de santé publique, de la diversification des boissons avec de plus en plus des bières locales artisanales qui sont faiblement alcoolisées, et des témoignages noyés dans l'alcool. Ces dernières années, il y a beaucoup de publications de jeunes femmes qui deviennent alcooliques malgré elles. Alors passons à l'Afrique. Alors en Afrique, on a fait une revue de la littérature pour ce colloque. Et on a trouvé très peu de travaux sur les élaborations culturelles où, dans les années 70, on avait des ouvrages sur comparant, cannabis et culture, qui compare toutes les cultures dans le monde. Et en 90, le premier ouvrage, on va dire, qui me semble important, c'est par l'ancêtre de l'ONUDC, une enquête systématique dans 10 pays qui présente The Drug Nexus in Africa, c'est téléchargeable, hein, qui parle entre autres, de produits de substances qui sont produites en Afrique. Alors, le cannabis, juste au passage, déjà en 99, on décrivait des alcools mélangés avec le cannabis, des choses très intéressantes. C'est vraiment, on décrivait déjà l'ecstasy en Afrique, hein, en 99. Alors, les produits, les substances produites ici, c'est principalement le cannabis et le khat, mais on va parler de l'iboga. Diapo. Alors, l'iboga, c'est un produit, une plante qui contient de l'ibogaïne dans la peau et les racines, qui est utilisée en Afrique centrale pour
Alors les gens qui ont des marches à faire longues, qui doivent rester éveillés parce que c'est stimulant à faible dose et ça donne des hallucinations à plus forte dose. Alors là, je vais parler, si Julien Monhomme et Alain Epeldouet nous écoutent, qu'ils excusent mes raccourcis trop rapides. Mais je vais parler d'un rituel qui s'appelle le Bwiti, qui s'est étendu, qui a des ramifications, des formes syncrétiques. Et en tout cas, dans sa forme misopo, c'est un rituel qui concerne plutôt les jeunes hommes et qui se pratique donc au Gabon avec un parcours initiatique complexe où les jeunes, tels que vous voyez sur la droite, absorbent dans la forêt de la plante hallucinogène à des fins visionnaires et thérapeutiques. Il y a des visions qu'ils interprètent ensemble où en gros se racontent des histoires de famille avec les ancêtres du groupe. Ça met donc en scène et recompose les relations sociales aux femmes, aux ancêtres et aux sorciers à travers des récits de visions partagées. Donc, quelqu'un devient initié, puis maître, et puis devient guérisseur. Et donc, les analyses de la fonction du rituel sont intéressantes et elles montrent que le rituel il a une fonction plus sociale que symbolique. Diapo. Alors, la globalisation, c'est que assez vite, on s'est aperçu que ce produit pouvait avoir un effet sur les personnes dépendantes. Donc, les Occidentaux ont développé d'abord des séjours thérapeutiques et initiatiques au Gabon, où existent des centres où on vient pour faire un séjour et consommer. Et donc, on a des personnes qui sont en recherche de soins et de sens et qui sont en gros pratiquent une sorte d'hybridation culturelle avec des coachs qui sont initiés au Gabon au rituel et des centres qui se sont développés en particulier en Amérique centrale, au Mexique, qui proposent ces séjours avec l'idée que c'est la plante qui enseigne. On vient prendre les enseignements de ce guide spirituel et la plante qui permet de savoir, alors c'est assez large, en gros ça permet de savoir à propos de quoi la vie, de quoi parle la vie. Et évidemment, on insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'équivalent de rite de passage dans la culture américaine. Et là, vous avez, regardez sur Internet, c'est passionnant, vous avez des sites qui vous parlent de la plante médicinale la plus puissante. Vous pouvez même appeler gratuitement pour connaître les tarifs, qui sont assez élevés. Et diapo, s'il vous plaît. Alors, la fonction et le sens. Pour les jeunes Gabonais qui encore pratiquent ce rituel que vous avez en haut à gauche, cette consommation représente une épreuve qui permet d'accéder aux échanges avec les ancêtres dans le monde surnaturel. Donc, l'idée, c'est un rite de passage, mais aussi une initiation à un savoir qui s'est vraiment élaboré dans cette culture. Et plus particulièrement pour ceux qui deviennent guérisseurs pour leur métier. Et puis, c'est une fonction, la drogue, elle permet la communication, elle permet de porter des mondes, de faire exister d'autres mondes à nos sens, à notre connaissance. Pour les Occidentaux, dans ces centres de soins, le sens et la fonction, c'est initiatique. On insiste sur les savoirs secrets premiers qui seraient communs à l'humanité, éprouvés par l'incorporation, embodiment. On a vomi, donc on a soi-même écouté. C'est clairement une expérience psychothérapeutique, le psychisme avec aussi des combinaisons avec des idées de détoxification du monde occidental par la plante et des idées un peu New Age. Alors, la question clé qui est proposée dans ce colloque, c'est les effets de la drogue ou les effets du rituel. Alors, les effets pharmacologiques de l'ibuprofène, ils ont été décrits dans le monde médical. C'est un stimulant donc faible et hallucinogène à forte dose. En gros, il y aurait 3 phases. Donc, si vous en prenez à dose suffisante, vous avez une première phase avec des rêves éveillés, perceptions sensorielles nouvelles. On revoit les épisodes de sa vie. Certains disent qu'ils ont des near-death expériences. Puis une phase où on est neutre émotionnellement, où en gros on réfléchit. Et une phase résiduelle où tous les sens sont aiguisés et légèrement stimulés. Bon, tout ça est vécu en contexte, donc vécu en commun, accompagné par l'initié ou par le soignant. Diapo. L'avant-dernière, je crois. Alors, la fonction et le sens. En Europe, alors on peut décrire l'histoire sociale de cette plante. Les racines ont été rapportées en France en 1864. L'ibogaïne a été isolée en 1901 et a été commercialisé par un labo, un médicament qui s'appelait le Lambarène contre la dépression et la fatigue, qui a été retiré du marché en 67 parce qu'il provoquait des hyperstimulations cardiaques.
Par contre, aux États-Unis, il y a une expérience d'usage pragmatique comme anti-addictif pour toutes les drogues, c'est-à-dire y compris le tabac et l'alcool, et aussi pour le traitement du stress post-traumatique parmi les vétérans, plus de 10 000 personnes traitées. Alors l'utilisation, la recherche est largement insuffisante. Il y a un retard d'utilisation, un retard de recherche, sans doute dû à l'interdiction. Et on peut se demander, je pense que Bertrand Lebeau a parlé des psychédéliques, il avait évoqué rapidement, où de la recherche à venir doit être faite. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait une circulation informelle. En France, c'est un stupéfiant depuis 2007, donc c'est interdit après le décès d'un jeune usager. Il y a pourtant un site web sur lequel on peut acheter ibogaachat.fr, de la poudre de racine vendue comme hallucinogène. En Europe, il y a eu plusieurs dizaines de décès sur 20 ans avec des tradithérapeutes clandestins ou bien des soignants en urgence qui sont, lorsqu'il y a des surdoses par exemple, qui ne sont pas du tout informés et formés en fait. Donc les accidents, c'est sur des mélanges de plantes, les surdoses et des confusions entre espèces végétales. Alors à gauche, vous avez la publicité, par exemple le deuxième, qui dit que c'est utile pour ouvrir le troisième œil. Alors maintenant, un aspect intéressant, c'est que ça a provoqué une raréfaction de la ressource au Gabon. Donc pour protéger la plante, elle a été inscrite au patrimoine national en 2000. Et puis le protocole de Nagoya protège contre le brevetage par des multinationales les plantes, des plantes ou des savoirs d'usage, ça depuis 2011. Mais le braconnage a continué. Donc, du coup, depuis 2021, des communautés rurales, plus un appui du gouvernement et d'une ONG, cultivent. Il y a donc une nouvelle filière d'exploitation et exportation en respect du protocole. Donc, on revient à une autre fonction de la drogue, des drogues qui peuvent être produites dans les pays. Une minute. J'ai juste une dernière diapo, ça tombe bien. Donc, en conclusion, le sens des drogues pour les usagers, on parle toujours de plaisir ou de dépendance. Eh bien, il y a bien d'autres choses derrière ce plaisir, la sociabilité, l'intégration sociale. On utilise parfois ce terme de antéogène, révèle la spiritualité, la transformation de soi, l'aventure, l'auto-soin, la créativité, etc. Le sens pour les sociétés, c'est une menace, mais c'est aussi des services. C'est ce qui rend les choses compliquées. Fonction sociale, d'intégration, de production culturelle. Et puis, il y a tous ces aspects thérapeutiques, traitement des addictions, être psychoactif, les modulateurs par rapport à la prise d'autres psychoactifs, le bien-être. On est donc dans des objets bioculturels qu'il faut aborder comme tels, comme des nouvelles recherches. La Tour, un de nos sociologues, a cette notion d'objet frontière, qui serait un objet qui a des sens différents pour différents acteurs. Mais là, c'est un objet qui a aussi des sens différents en fonction de la dose. Ça, c'est comme pour les médicaments, ou la dose thérapeutique, et hop, on augmente, on passe à une dose toxique. Et là, un petit chemin a été fait, puisqu'en haut à gauche, vous avez le livre qui est issu du colloque qui a eu lieu dans ces mêmes locaux il y a 11 ans, qui porte sur les médicaments en jeu éthique ou des médicaments en Afrique, et qui est téléchargeable. Et puis, un autre livre sur l'anthropologie du médicament, qui est aussi téléchargeable, qu'on mettra sur le site d'ailleurs. Et donc, on est dans ces problématiques qu'on connaît bien. Alors, on peut en conclure que c'est des effets codéterminés par la pharmacologie et par le contexte, ce que savent d'ailleurs ceux qui travaillent dans ce monde, avec la nécessité de méthodologies adaptées où la recherche clinique, elle est insuffisante parce qu'elle ne s'intéresse qu'aux aspects biologiques. Or, le co-effet du contexte n'est pas pris en compte. C'est un peu comme pour les médecines alternatives ou traditionnelles dont on n'arrive pas à prouver l'efficacité en les réduisant à leur part biologique. Alors pour ces recherches, on peut se poser la question des catégorisations. On n'a toujours pas trouvé la catégorisation pertinente pour travailler en anthropologie. Et enfin, il faut forcément des alliances pour la recherche entre scientifiques et consommateurs, qui sont pas seulement des délinquants et des victimes, mais qui sont aussi des aventuriers, des explorateurs du monde neurobiologique. Alors, comme on dit que les pharmacopées, elles se sont construites sur tous ces enfants qui sont morts en testant les produits de la nature pour nous. Et ben, on a aussi des aventuriers et qui sont aussi des producteurs de savoir, en premier lieu des savoirs préventifs. Donc, ceux qui veulent savoir que signifie The Sound of Silence, ils nous poseront la question pendant la pause. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On va passer directement pour les 5 minutes de discussion. Professeur Figan.
5 minutes, hein? Merci, ça va pas être facile hein, de discuter après ce. Envoie à une question sociale, comment on construit la sociabilité, comment on construit l'entre-soi au travers effectivement de tous ces produits, ces substances-là. Il y a également des aspects sanitaires, thérapeutiques, traditionnels, où effectivement, au-delà de la drogue, on voit également des aspects thérapeutiques qui sont extrêmement intéressants et aussi qui témoignent de la circulation ou disons de la mobilité des personnes au travers de l'expérience thérapeutique au Gabon, à d'autres, etc. Donc, ces visites autour du guide spirituel nous permettent de trouver aussi autour des drogues toute une symbolique, effectivement, des échanges sociaux, toute une symbolique du don et du contre-don au sens de Moss, et comment, effectivement, circule tout un ensemble de personnes. Et en fait, je pense que cette présentation parle aussi beaucoup à la présentation précédente également, hein, qui aborde la question des drogues, de tout ce que ça pose en termes de santé publique également, hein, le phénomène des drogues qui zombies, etc., aux États-Unis, où effectivement on ne peut plus passer dans plusieurs villes, dans une rue, sans pour autant voir des choses qu'on voudrait cacher, mais qu'on ne peut plus cacher en fait, et qui interpellent toute la réalité autour de la drogue, de sa circulation, ici de cette tentative également de contrôler sa circulation. Ça aussi, je pense que c'est un aspect intéressant. Au sens où, plus on essaie de contrôler, plus on voit quand même que, depuis hier, ce qu'on voit, c'est que dans les informations, on voit des saisies de plus en plus fréquentes. Donc, autant on essaie de limiter la circulation, autant on a l'impression que la circulation des drogues. Et aussi, quelque chose qui me paraissait intéressant, c'est aussi toute la question également de comment les drogues circulent même à l'intérieur des villes ailleurs. Par exemple, quand on parle de ubérisation, moi je me demandais, bon, Félicien a parlé du phénomène de Niango également, effectivement. Hein? Voilà, et puis il y a également, ici on parle des tchak-tchak et des émigrants au Bénin, ailleurs. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'en Afrique, tout explose. Puisque en Afrique, l'informel, il y a tellement d'informel et la vitalité de l'informel, c'est impressionnant. Par exemple, toutes ces motos qui circulent à Dakar, qui livrent n'importe quoi et qui ont explosé après le Covid, ça va être quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui sort d'aspects, par exemple, du détournement de médicaments, du détournement de produits, en fait. Et en fait, ce que ça montre, c'est la capacité. Ces médicaments utilisés comme le misoprostol pour l'avortement aussi, hein, sont envoyés à travers des tchak-tchak, sont livrés. Et puis, il y a aussi l'utilisation des médias, des réseaux sociaux, la présence sur les réseaux sociaux. Donc, on pense à Internet, on pense à comment, par exemple, les médias sociaux sont de plus en plus utilisés pour distribuer, en fait, n'importe quoi, que ce soit des médicaments détournés de leur circuit, hein, les usages et les mésusages, mais aussi tout ce qui est drogue, tout ce qui est alcool. Et l'alcool, c'est intéressant parce qu'au Sénégal, on est quand même autour de 95% de musulmans. Donc, il y a à la fois un interdit religieux, un interdit presque social, mais en même temps, l'interdit socialement a toujours été une sorte d'encouragement, en fait. Voilà. L'interdit, c'est fait pour être transgressé, comme on disait en mai 68. Donc, en fait, je pense qu'il y a un territoire extrêmement vaste à investiguer. Et ce que dit Alice sur
sa présentation, moi, ça m'a renvoyé à plein de choses. Par exemple, même sur les écoles, au niveau des écoles, on voit l'alcool qui circule dans des sachets et tout ça. Donc, il y a tout un champ à investiguer et puis tout un ensemble de régulations qui existent ailleurs et qui sont plus ou moins gérées, mais que dans l'informalisation et dans l'informalité de l'Afrique, ça va poser tout un ensemble de problèmes de voir autour des écoles comment créer un espace normé. Et justement, quand on parle des normes, on est en plein cœur de la société et des faits qui l'entourent. Je pense que c'est un domaine extrêmement intéressant de voir comment, dans l'existence d'interstices en Afrique, comment faire une sociologie des interstices, ce serait quelque chose de totalement fondamental, puisque en fait, enquêter dans la clandestinité, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Et je pense que Alice nous a conduit à travers le monde dans un circuit peut-être pas clandestin, mais en tout cas inaccessible, mais on va essayer de suivre dans le cadre d'une ethnographie située, mais aussi qui peut générer des aspects passionnants. Et j'espère que les discussions d'après nous permettront d'aller plus loin. Je vous remercie. Merci, professeur Tidiane. Bon, on a dépassé l'heure. Tenez à remercier les communicants. On a eu de belles prestations.